Bienvenue dans le trio économique. Aujourd'hui, on a Vincent Geloso qui nous instruit sur des sujets boring, mais intéressants pour des gens curieux. Fait que c'est ça. Vous êtes des gens curieux si vous êtes ici. Si vous êtes des gens normaux, vous allez trouver ça plate. C'est ça le trio économique. Mais si t'es curieux, tu vas aimer ça. Frank. Ouais, c'est pour l'aspect auto-promo, là, c'est poche, hein? Mais c'est parce qu'il n'y a pas... C'est assez mauvais, merci. Non, mais Chris, tu veux parler des affaires des années 30, man, hey, le New Deal, le progressisme, ainsi de suite. Ouais, regarde, tu vois, j'attendais. Tu penses que le titre est plus vendeur que ce que j'essayais de faire, là? Non, mais j'attendais. Je l'ai même pas écrit encore. J'ai même pas encore écrit le titre. Déjà, ça va être de la merde. C'est le fun, autant de confiance. Non, mais c'est parce que j'attendais, s'il n'y avait pas comme d'insulte explicite, ce qui est généralement la formule de Yann, il y a toujours une insulte qui est mise de l'avant d'une manière aussi évidente que les beaux mots que José Legault peut utiliser pour rendre ses chroniques plus attrayantes. Mais là, il y avait comme une sorte d'insulte qui était cachée. C'était pas, tu sais. Ben non, c'était pas évident. C'est juste fru parce que tu nous as demandé des sujets. J'en ai donné un. Frank en a donné un. Tu as sauté sur celui-là à Frank comme si j'étais un pas propre. OK. C'est juste ça, man. T'as des petites émotions puis t'as de la peine. Did I hurt your little feelings? C'est ça. Bon, fait qu'on va en parler du New Deal. C'est quoi le New Deal exactement? C'était quoi ton sujet, là? Je peux prendre 30 secondes pour t'expliquer des choses. Ce sujet-là a été relégué au second rang dans Patreon. C'est correct, j'ai compris. On va parler du New Deal. Moi, j'avais un peu de pitié pour Vincent dans le sens que il nous demande à genre 11h le soir, la veille, de quoi on veut parler. Fait que moi, je suis comme, on devrait parler d'un article qui est écrit dont il va savoir le contenu. Yann est comme, on devrait parler de l'Empire romain en l'an 272, quelles étaient les conditions de vie. Là, je suis comme, me semble ça nécessite un peu de recherche. En fait, je peux improviser autour de ça, parce que je connais bien le sujet, mais c'est parce que, puis là, on va expliquer, c'est parce que je pensais qu'on allait faire Singapour et je n'ai pas encore réussi à mettre toutes mes notes en ordre. Des gens il va être malade, ce podcast-là, parce que tu travailles dessus pas mal. Là. En fait, c'est quelque chose que je voulais lire. Fait, pour les auditeurs, là, dans l'avenir, il va y avoir un épisode sur Singapour. En fait, juste pour vous montrer, en dessous des jouets que mon enfant a laissés sur mon bureau. Parce que mes enfants ont envahi mon bureau. Non, c'est à toi. C'est à ça que... Oui, c'est ça. Ça, c'est le livre qu'on lit sur Singapour. OK, peux-tu le dire? Parce que vu qu'il y a un genre de l'espèce de miroir. Liberalism Unveiled, Forging a New Third Way in Singapore by Brian Chang and Donovan Choi. Ça, t'as été acheté ça suite à ma demande ou tu l'avais déjà? Je l'ai acheté suite à ta demande, littéralement. Et ça, c'est le jouet de mon enfant. C'est des... Mon garçon a décidé d'envahir mon bureau. Ouais. Ça serait malade que ce soit ton gars qui lit le livre et toi, tu joues avec les livres. Écoute, je travaille pas à Radio Cannes. C'est ça. Mais fait qu'il y aura Singapour aussi. Rome, clairement, on va en parler aussi. Mais l'affaire avec le New Deal, c'est que on a fait une série de podcasts un peu qui était comme du genre myth-busting. On a parlé de l'énergie, on a parlé de plein d'affaires. Puis tu sais, je pense que tout le monde à peu près, en tout cas qui était à l'école au Québec, on a tout vu à un moment donné. Je sais pas ce qui est enseigné ailleurs. Mais on a tout entendu parler. Bon, il y a eu la Grande Dépression, la crise boursier. On nous disait les gens se tiraient en bas des... Là, je me rappelle mes cours du secondaire, les gens se lançaient en bas des buildings quand il y a eu le crack de 29. Et là, ce qui est venu après sauver l'économie américaine, c'est le New Deal. Yep. Et ça, c'était le début des grandes politiques interventionnistes de l'État où on mettait de l'avant un programme social, un État-providence, tout ça. Et il y avait quelques crackpots là, qui s'opposaient à ça, là, entre autres une folle qui s'appelait Ayn Rand. Il y en avait d'autres. Là. Écoute, à sa décharge, elle était un peu crackpot. Ouais. Mais on nous parle... C'est grosso modo, si vous avez été à l'école, en tout cas dans les années 80-90, début 2000, là, c'est clairement ce que vous avez dû apprendre quelque part dans un cours d'histoire ou de géographie. Et là, toi, tu as écrit un texte sur... qui est basé sur un article scientifique, là, soit dit en passant.
Oui, c'est ça. Que tu as publié la semaine passée, en fait, qui s'appelle, si je le traduis en français, Les périodes progressistes et le New Deal ont été la grande déviation. Là, déviation, c'est pas dans le sens Déviant. déviant. Ouais, non, peut-être qu'il y en avait, mais ça ne sera pas l'objet du. Écoute, il y avait beaucoup de socialistes, donc peut-être oui. Donc, c'est une déviance. De générosité totale. Non, mais il faut se rappeler, hein, comme disait Duplessis, parce que je voulais pouvoir citer Duplessis. Le socialisme, c'est une maladie de l'âme. Il avait tellement raison là-dessus. Pas un fan fini de. Mais le New Deal. Pas un fan non plus, mais. En comparaison de l'argent qu'on a imprimé puis dépensé pendant la COVID, le New Deal, c'est quel genre de proportion? Je dirais peut-être un peu moins en portion du PIB, mais sur beaucoup plus d'années. Je me trompe-tu? Ben, écoute, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que le New Deal, c'est une période d'intervention de l'État sous la forme de dépenses accrues. Ouais. C'est un peu ça, mais ce n'est pas le gros de la croissance de l'État. L'État croît dans cette période-là en réglementant massivement. Donc, pendant la dépression, une des choses... C'est là qu'on a commencé à faire chier le peuple, autrement dit. Oui, puis écoute, une des choses qui est les plus connues que les gens, parmi les économistes, parmi les historiens économiques, mais pas dans le grand public, il y a eu ce qu'on appelait le National Industrial Recovery Act. Ça, pour vous montrer à quel point c'est vraiment étrange. Ils ont décidé de dire on va permettre aux industries de former des cartels entre elles, puis ils vont nous fournir un code. Ce code-là, ça va être c'est quoi les prix qui peuvent être chargés, c'est quoi les conditions de production. Et nous, l'État, on va faire le enforcement, on va faire l'application, la police de ces codes-là. Et le but, c'était, et tu avais une théorie économique derrière qui maintenant... Ça, c'est dans des années où est-ce que, mettons, la US Steel est en train de grossir énormément, puis tout ça. Là. Exactement. Et l'objectif de ce truc-là, c'était de créer des compagnies, parce que si tu réduisais la concurrence inefficace, parce que c'était un des termes qui était utilisé, si tu réduisais la concurrence inefficace. Oui, il y en a eu de la bullshit qui s'est dit dans le passé. Si tu réduisais la concurrence inefficace, ça allait permettre aux prix d'être plus élevés. Et si les prix étaient plus élevés, ça voulait dire que les gens qui produisent les biens obtiennent des revenus plus importants et donc ça peut garder la consommation plus élevée. C'est pour ça qu'il parlait de réflation. Attends un peu, là. C'était vraiment ça le raisonnement. Non, mais c'est n'importe quoi. Oui, ça l'est, n'importe quoi, mais c'était l'idée. C'était qu'il n'y avait pas assez de... Fait qu'on vendait des prix plus élevés aux travailleurs en leur disant c'est pas grave, ton salaire va être tellement plus élevé après ça. Ça ressemble, les gars, je ne veux pas vous couper dans votre élan, là, mais ça ressemble au raisonnement qu'il y a en arrière de la surtaxe sur les véhicules chinois. C'est un peu le même genre de raisonnement. C'est comme de la mauvaise concurrence. En l'enlevant, ça va permettre de vendre les trucs encore plus chers, les gens feront plus d'argent, les salaires vont... C'est un peu ça. Là. Dans le fond, la logique protectionniste est un peu basée sur ce genre de raisonnement-là. Oui, mais l'effet que ça a eu, c'est de un, toutes les industries ont augmenté leur prix, parce que quand tu leur permets de faire de la collusion, le but, c'est d'augmenter les prix. Mais c'est d'augmenter les prix en réduisant la production. Fait que t'empires la récession. Une récession, c'est une grosse réduction de la production relativement à la tendance. Fait que tu as moins de souliers, d'autos qui sont produits. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réduit encore plus la production. Mais comme tous les secteurs le faisaient, ben, tu avais d'autres secteurs, comme disons, moi, je fais des pneus. Ben, s'il y a moins d'autos qui sont produits, puis que moi, j'ai essayé de réduire la production de pneus, ben maintenant, genre, le prix, il y a moins de demandes d'autos, donc moins de demandes de pneus. Mais en plus, disons, le prix, disons, du caoutchouc aussi a augmenté. Fait que là, mes coûts de production à moi ont augmenté. Ça créait une sorte de cercle vicieux. Et il y a deux économistes qui ont dit, OK, évaluons tout cet effet vicieux-là. De combien d'années cet aspect-là de la politique a retardé la reprise économique? Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que à peu près, juste cette politique publique-là, avec d'autres trucs similaires, parce qu'il y a eu des trucs un peu similaires en agriculture, ça a allongé la Grande Dépression de 7 ans. Ça dure combien de temps, ce New Deal-là, cette époque-là, autrement dit? Puis c'est sous quel président? 33 à 39. Ouais, exactement. 33, ben... 38, mettons. Tu peux mettre... Moi, j'irais jusqu'à 45, jusqu'à ce que FDR meure. Donc, le président qui le fait, c'est Franklin Delano Roosevelt. Le seul président qui a fait plus que 2 mandats, puis c'est à cause de lui qu'on a mis une clause dans la Constitution qui n'a pas plus que 2 mandats. Lui, il s'est fait élire 4 fois.
Il n'en a pas fait 4. Il s'est fait élire 4 fois, mais il est mort dans le 4e mandat parce qu'il était juste plus là pantoute. Déjà vu. Il fallait que je le fasse. C'était trop facile. Mais... Fait que même dans les années 30, le gouvernement se gérait de ça. Pas pire, pareil. Hein? Oui. Mais la chose que ces choses-là, ensemble, ont allongé massivement la dépression. Puis avec ça, tu as eu d'autres trucs qui ont empiré. Par exemple, pendant la dépression, ils ont augmenté les tarifs sur les biens à l'importation. Ça n'a pas causé la crise, mais ça l'a empiré. Donc, tu augmentes les prix de l'importation, tu augmentes les prix des intrants. Là, tu es en train de dire, non? Le gros crash boursier de 1929 qui amène la Grande Dépression. On nous dit que le New Deal est venu sauver la donne et est venu nous aider à sortir de ça plus rapidement. Puis là tu es en train de nous dire que tout ce qu'on faisait, c'était de mettre des mesures protectionnistes, des mesures qui favorisaient des cartels, puis qui faisaient qu'on haussait les prix artificiellement avec de la réglementation. Exactement. Là, il y a des profs d'histoire dans ma tête là, qui commencent à... On peut aimer ça. Ben là, j'ai l'impression de m'être fait fourrer, moi, là, quand on me parlait du New Deal. Là. Oui, tu t'es fait. C'est vraiment... Puis ce que je dis, écoute, c'est pas mal consensuel que ces politiques-là n'étaient pas particulièrement efficaces. Ce qui a causé la crise, il faut vraiment comprendre quand on parle de la Grande Dépression, le générateur de la crise, c'est le crash boursier initie ce qu'on appelle un choc financier. Et aux États-Unis, un des problèmes qu'il y avait, c'est que les banques si tu étais une banque en Iowa, tu ne pouvais pas détenir des branches dans une banque en Illinois ou au Kansas. Chaque banque était isolée et donc chaque banque avait des gros risques. Et donc, le choc commence à se répartir. Une banque commence à faire faillite. Là, les gens qui ont des actifs à la banque, bien, leur richesse disparaît parce que la banque fait faillite, parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour couvrir. Les bank runs, c'est toujours une catastrophe. Là. Exactement. Mais là, la crise vraiment s'accentue. Puis normalement, il y avait un remède qui est que, parce que ce qui se passe quand des banques font faillite, ce qui se passe, c'est que la masse monétaire diminue. Oui. Normalement, ça ne devrait pas être un problème si les prix peuvent s'ajuster, les prix et les salaires peuvent s'ajuster rapidement. Si tu doubles la quantité d'argent qui circule, tu devrais pouvoir doubler les prix. Si tu coupes de moitié la quantité d'argent qui circule, tous les prix devraient être coupés de moitié. La quantité d'argent en circulation n'est pas un problème. Sauf si les prix ne peuvent pas s'ajuster. Mais c'est ça le problème qu'il y avait dans l'économie américaine. Pendant que les banques faisaient faillite, les prix ne pouvaient pas s'ajuster facilement. Puis si tu ne t'ajustes pas par les prix, tu dois t'ajuster en coupant la production. C'est ça qui crée le début de la récession. Et il y avait une solution très facile qui était que la Banque centrale augmente la quantité d'argent, ce que les banques centrales, théoriquement, j'ai un certain scepticisme, on ne parlera pas de ça ici aujourd'hui, l'importance et la capacité des banques centrales, mais normalement, dans la théorie, une bonne banque centrale, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, que la masse monétaire est en train de s'effondrer parce que la monnaie privée, celle que les banques multiplient via les dépôts, disparaissent, bien, dans ce cas-là, la réponse de la Banque centrale, ça devrait être d'imprimer de l'argent. Puis là, c'est bon d'imprimer de l'argent. C'est la réponse qui devrait être faite. Mais la Federal Reserve aux États-Unis a attendu jusqu'en 1933 pour faire ça. C'est seulement en 1933 qu'il y a eu un assouplissement de la politique monétaire et que là, la masse monétaire a augmenté. Et la reprise était commencée en 1933. Ben, dans la finance moins grand public un peu, on voit que les interventions des banques centrales maintenant se sont peaufinées au fil du temps parce qu'il y a des choses, comme tu dis, des facilités de crédit qu'on appelle, là, qui sont établies pour certains types de contrats, certains swaps qui causent problème. Ils sont capables de déployer des efforts extrêmement rapidement maintenant pour venir patcher le trou. Mais j'ai l'impression que dans les années 30, justement, c'était des capacités qui n'avaient pas vraiment encore établies ou qui utilisaient mal. Quantitative easing n'existait probablement pas à cette époque-là également. Fait que, c'est sûr que nos banques modernes, nos banques centrales modernes ont un peu plus d'outils dans le coffre à outils, puis l'électronique facilite une tonne de choses également. Là, ça, faut l'avouer aussi. Ouais. Mais à l'époque, tu as raison. Je veux dire, un bank run, là, grosso modo, ce qui arrive, c'est que quand une banque fait faillite, les gens, ils disent « Hey, attends un peu, moi, mon actif est dans une autre banque, c'est pas la banque qui a fait faillite, mais est-ce que ma banque pourrait faire faillite? » Fait que là, les gens se mettent à courir pour aller chercher leur dépôt. Ouais. Puis en retirant rapidement les dépôts, parce qu'il n'y a jamais assez d'argent dans les coffres des banques pour rembourser tout le monde. C'est le principe de base de cette économie-là.
Ben, si tout le monde a peur de perdre ses dépôts puis se dépêche à aller chercher ses dépôts avant que la banque fasse faillite, ben, ça fait juste accélérer le processus. Puis là, tout le monde part en panique. Tout le monde va chercher ses dépôts. Puis là, tu crées en fait des banques qui sont en faillite technique. C'est-à-dire qu'ils sont pas, c'est pas qu'ils ont pas. Ils n'ont pas été mal gérés. Ils ne sont pas mal gérés, c'est juste que tu mets en faillite. Ils doivent liquider. Il y a des effets. Ben Bernanke, qui est l'ancien boss de la chair de la Fed, était connu pour ce qu'il appelait le Financial Intermediation Channel. Explication simple, c'est que pendant que les banques, quand les gens demandent leurs actifs, maintenant je veux retirer maintenant, mais moi, si je ne l'ai pas, je dois l'avoir dans un certain délai de temps. Je peux avoir 30 jours pour te donner la somme de tous tes investissements. Mais pour faire ça, il faut que je rappelle des prêts. Il faut que j'aille voir des gens à qui j'ai fait des prêts puis je leur dis je veux être remboursé maintenant. Maintenant. Mais ça, c'est avant que le prêt vienne à maturité. En faisant ça, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de contracter l'investissement, tu es en train de contracter l'activité économique. Donc, les banques, via ça, sont obligées de créer une contraction économique. C'est pour ça que dans ce cas-ci, il y a vraiment, théoriquement, une justification pour la Banque centrale de dire on va imprimer une shit tonne d'argent. On va se lâcher lousse. Puis là, c'est justifiable. C'est 100% justifiable. On patche un trou temporairement, puis ça va être retiré de toute façon la journée que le processus bancaire va reprendre son cours habituel. Peut-être, juste pour les auditeurs, pour le biais de la conversation, j'ai demandé à GPT quelles étaient les principales mesures du New Deal. On peut peut-être les passer en rafale pour que ce soit plus systématique. Puis en même temps, Vincent, ça permettra de fact-checker si c'est pas complètement exact. GPT n'imagine pas des affaires. Ben, des fois, ça arrive. C'est pour ça donc, on dit principale mesure au niveau bancaire. Donc, il y a différents points. Au niveau bancaire, on parle du Glass-Steagall Act de 1933. Donc, c'est la loi qui sépare les banques d'investissement des banques de dépôt. On nous dit, ça n'a pas eu d'effet sur la reprise. Ben, on nous dit l'idée, c'était de réduire les risques spéculatifs qui avaient contribué à la crise. Bon, en tout cas, c'est dans ce qui était annoncé. Après ça, la création du FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, donc création d'une assurance des dépôts bancaires pour restaurer la confiance des citoyens dans le système bancaire. Ensuite, tu as parlé de l'agriculture, donc il y a plusieurs points, 3 points principaux. Le CCC, donc dans le fond, le Civilian Conservation Corps. Ce programme a employé des jeunes hommes dans des projets environnementaux tels que la reforestation et la construction de parcs. On dit aussi le PWA. Public Works Administration. Oui, c'est ça. Ces agences ont financé des projets d'infrastructures publiques, routes, écoles, hôpitaux. Ça, c'est en général ce qu'on nous racontait dans le temps, je m'en rappelle. Mais c'est des peanuts. Que le New Deal était une espèce de projet de relance par les infrastructures. Ensuite, il y a eu le Agricultural Adjustment Act. Aide aux agriculteurs pour stabiliser les prix des produits agricoles en réduisant la surproduction. Exactement, Steve. T'as entendu? Écoute, répète les mots. Stabiliser les prix, les produits agricoles en réduisant la surproduction. Autrement dit, si tes prix étaient trop bas, il faut arrêter d'en produire. Tu sais ce que ça donnait, ces affaires-là? Ça, c'est un cartel, ça. Là. Ben, pas juste ça. Des fois, ils donnaient des subventions pour enlever des terres de la production. Donc, ils ont fait ça, par exemple, pour le coton. Mais dans d'autres cas aussi, il y a des histoires de vous ne pouvez pas produire plus que tel nombre de cochons, fait qu'on va venir tuer des cochons. Fait que tu as des cochons qui sont tués pendant qu'il y a des gens qui ne sont pas donnés en alimentation, qui sont tués pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim. Ben, ça ressemble aux histoires de quotas de lait versés dans les fossés. On entend. Là. Hey, juste une petite parenthèse, ce que je te disais tantôt, les facilités de crédit qui sont mises en place. Je savais qu'il y en avait une récente, je ne me rappelais plus exactement c'était quoi les détails, je l'ai ici. Mars 2023, la faillite bancaire de Silicon Valley Bank et de Signature Bank. Donc, on craignait justement une forme de bank run dans des banques régionales aux États-Unis. Puis, ils ont mis en place une facilité de crédit qui est le Bank Term Funding Program. Puis, c'était justement pour aider les banques autour, concurrentes, à être capables d'emprunter de l'argent vite fait pour rembourser des dépôts de gens qui en voudraient. Fait que, tu sais, quand on dit que les banques centrales se sont quand même raffinées au fil du temps, là, ben, ça, probablement qu'en 1931, ils n'étaient pas capables de faire ça. Là. Ou ils n'ont pas pensé le faire, ou ils n'ont pas osé le faire, peut-être. Ouais. 2 derniers points. Donc, les réformes sociales, on parle du Social Security Act en 1935, donc la mise en place aux États-Unis des pensions de retraite et le chômage, les trucs pour les handicapés, etc. Ce qu'on appelle le Wagner Act, donc le National Labor Relations Act. Ça, c'était super mauvais. Protection des droits des travailleurs à se syndiquer, à se négocier collectivement.
Et ensuite, la régulation industrielle, le National Industrial Recovery Act. Cette loi a établi des codes de concurrence équitable pour stabiliser les industries et empêcher la déflation des prix. T'avais dit? Sounds like shit to me, but... C'est vraiment une idée horrible de créer plus de rigidité sur les prix. Ouais. Les cartels, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais bon. Et là, je lui ai demandé, juste en terminant, je lui ai demandé quel a été l'impact du New Deal dans l'économie. Bon, évidemment, il y a un peu de blabla. Là, on nous dit transformation du rôle de l'État. Le New Deal a marqué un changement majeur dans la philosophie économique des États-Unis. L'État est devenu un acteur clé dans l'économie, intervenant directement pour réguler les marchés, protéger les travailleurs et fournir une sécurité sociale. Écoute, ça a tellement l'air le fun, dit de même. Mais ouais, mais mettre de côté sécurité sociale, parce que j'ai vraiment des vues conflictuelles sur Social Security aux États-Unis. J'ai comme des aspects que je suis très favorable, des aspects que j'ai un malaise, puis c'est trop complexe parce que je n'y ai pas pensé comment l'expliquer simplement. Mais pour le New Deal, les politiques dont on parle, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils se font à l'échelle de l'économie. Puis quand tu crées des cartels, puis qu'en même temps, tu permets aux syndicats de mieux se former, tu as une juxtaposition de monopole. Ce qui est la pire chose au monde. Des syndicats dans un marché du travail hyper compétitif, ce n'est pas un problème parce que les firmes se gardent entre elles. C'est-à-dire que si un syndicat devient trop demandant, ben, la firme va mourir et le syndicat va disparaître aussi avec la firme. Donc, normalement, dans des économies hyper compétitives, les syndicats ne sont pas importants. C'est pour ça que les syndicats, quand on regarde ce qu'ils aiment syndiquer, c'est des compagnies qui ont des monopoles et le secteur public qui a aussi un monopole. Mais là, ce que tu avais, c'est que ces industries-là, le code, le NIRA, le National Industrial Recovery Act, créaient des cartels que l'État proposait d'être le enforcer. Puis il y avait d'autres affaires qui ont été faites. C'est le paradis pour Henri Massé, ça. Là. Ben, c'est exactement. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu deux monopoles. Le monopole privé qui, lui, veut réduire un petit peu la production pour augmenter ses profits. Mais tu as le syndicat aussi qui, lui, ce qu'il veut, c'est de faire augmenter les salaires et d'avoir une cote des bienfaits du monopole. Tu mets ces deux effets-là ensemble, puis tu as un doublement des effets négatifs de la politique du NIRA. Les deux choses ensemble, mon ancien prof à LSI, Albrecht Ritschl, il y avait un article sur ça, puis il montre que tu peux expliquer à peu près avec cette juxtaposition des monopoles que tu as à peu près 80% de la déviation, donc le choc, est expliqué par ça. Puis ce qui est vraiment déprimant, c'est qu'en 1933, la politique monétaire avait été assouplie et l'effet était presque immédiat. En fait, juste avant qu'ils passent ces hosties de lois stupides-là, l'économie avait déjà commencé à rebondir super rapidement. Puis la reprise était recommencée déjà. Là, tu le vois dans les données mensuelles, tout était recommencé. Puis là, ils ont décidé comme, ben, sais-tu quoi, on va essayer de faire toutes ces autres affaires-là contre-productives. Et ils ont étouffé la reprise. La Grande Dépression aurait pu durer de, mettons, 1929 à 1934, puis elle aurait été finie en 1935. Est-ce que... Ça a duré jusqu'en 1945. Est-ce que ce shitload de mesures-là, c'est la naissance de l'État-providence? Non. La naissance de l'État-providence, moi, je refuse de la placer à cette époque-là parce que la seule mesure d'État-providence qu'il y a là, c'est Social Security. Le reste, c'est que des mesures réglementaires. Parce que l'État-providence, le but, c'est de redistribuer vers les plus pauvres pour leur permettre des opportunités additionnelles. Ça a toujours été fake, ça. Là. Ben, l'État-providence, c'est Social Security en 1935. Le reste de l'État-providence aux États-Unis puis au Canada, mettons, c'est les années 50-60. C'est pas un truc de l'idée de l'État. Mais pourquoi ça nous est vendu le New Deal d'abord comme si c'était la 8e merveille du monde? Je veux dire, dans toutes les mesures qui sont mises en place, je vois réellement des gens qui ont utilisé une crise majeure pour prendre avantage du politique, pour se créer un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents, pour faire valoir... Hey, tabarouette, ça me dit quoi? C'est ça qui est arrivé en 2020-2021? Ouais. Mais ça ressemble plus à la renaissance ou la naissance du corporatisme que c'est plus, en fait, c'est pas le début de l'État-providence, c'est le début du Fitzgibbonisme. Ben, le Fitzgibbon, tu comprends exactement où est-ce que je m'en allais. Fitzgibbon, un des éléments clés dans tout ce qu'il a fait avec Lyon Électrique, c'est une réglementation pour faire chier une entreprise de Drummondville pour que les acheteurs d'autobus québécois soient obligés d'acheter des autobus Lyon Électrique.
Ben, les lois qu'il a utilisées pour passer ça, c'est les lois d'urgence pendant COVID, by the way. Tu sais, je veux dire, l'utilisation d'une crise majeure qui marque les esprits de la population pour faire avancer des idées corporatistes, le New Deal, c'est ça, puis c'est carrément ce qu'on a vu également en 2020-2021 au Québec. Oui, puis ça rejoint ce qu'on avait déjà dit dans un autre podcast, là, la théorie de Robert Higgs sur l'effet Ratchet. Ouais. C'est carrément ça. Chaque crise est instrumentalisée, puis tu vois, même des décennies, presque 100 ans plus tard, on parle de ça, puis de l'intelligence artificielle te dit encore que... Parce que là, je lui demande à la fin, j'ai dit, c'est quoi les impacts de ça, positifs et négatifs? Là, on nous dit, ça a amélioré la situation économique. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ça a stabilisé le secteur bancaire, ça a modernisé les infrastructures. Il y a un bout qui est là-dedans qui est un peu de la bullshit, là. Mais tu vois, tu vois qu'il y a beaucoup de bullshit, puis je pense qu'il y a un effort intellectuel, une entreprise intellectuelle qui est faite pour favoriser après une sorte d'époque d'or, un âge d'or, où est-ce que, tu vois, regarde, on est sorti de, puis c'est ça l'article qui est le gros que moi je t'ai proposé, qui change un peu la dynamique, c'est qu'il y a un âge d'or de l'intervention d'État qui a réglé un âge sombre, une grande noirceur, qui est réglé. Ah, arrête, là, je suis tanné. Non, mais c'est un pattern se répète tout le temps. C'est un pattern de justification. C'est l'idée qu'il y a un passé free market qui n'est pas bon. Puis après ça, il y a une montée de l'interventionnisme qui crée un paquet de solutions. Et pourquoi les historiens participent à ça? Parce que les historiens, c'est... Écoute, j'ai un article sur ça, pour vrai, où est-ce que j'explique qu'une des choses que les politiciens veulent, il y a 3 électorats constituents en anglais, auxquels les politiciens parlent. Les électeurs, les gens qui vont leur donner de l'argent s'ils sont corruptibles, et les historiens. Parce que tous les politiciens se soucient de leur place dans l'histoire. Fait qu'ils vont souvent agir, puis je montre empiriquement que c'est le cas, avec les enquêtes sur les présidents, que les politiciens ont un biais vers des choses que les historiens peuvent observer. Donc, ils veulent être vus. Mais le non-interventionniste, lui qui fait rien, lui, il ne reçoit aucune pénalité, même s'il ne rien faire était la bonne chose. Parce que tu ne peux pas voir facilement les bénéfices de ne rien faire. Puis le test que j'avais trouvé, c'est qu'il y a des manières de tester les politiciens qui veulent agir, mais qui n'ont pas la capacité de le faire parce que le pouvoir est divisé. Fait que j'avais pris les ranks des politiciens aux États-Unis. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai checké si le Congrès était divisé relativement au président. Et tous les présidents qui avaient un Congrès divisé scorent moins bien que ceux qui avaient des scores d'un Congrès. Parce qu'ils n'ont pas les coups des franges. Parce qu'ils n'ont pas les coups des franges. Fait que ce que je montre, c'est qu'il y a un biais contre la restraint. Puis la raison pour ça, c'est parce que les politiciens veulent les historiens de leur bord. Et les gens qui ont écouté 140 épisodes du trio économique comprennent qu'un politicien qui changerait absolument rien pendant 4 ans, c'est souvent ça qu'on préférait de notre côté. Les gens comprennent que les politiciens qui favorisent le laisser-faire, c'est ce qu'on préférait. Les gens qui comprennent que l'économie de marché peut vraiment fonctionner, puis un encadrement minimal, c'est correct, mais à un moment donné, si tu interviens trop, tu viens tout fucker le chien, puis c'est mal. Tu te rends compte que finalement, les historiens, ce bout-là, ils ne comprennent pas. Non. Et eux autres, les historiens, ils veulent des dates avec des changements importants, des structures, des lois qui portent des noms très spécifiques, qui sont mammouths, qui sont gigantesques, qui peuvent permettre d'avoir un point de départ qui tranche 2 aires différentes, puis qui peuvent faire des comparatifs par après. Puis après ça, peu importe le comparatif qui va être utilisé, parce que la loi était assez tranchante, puis elle a séparé les 2 aires en 2, ça leur permet de construire le narratif qu'ils veulent avoir. Exactement. Puis parce que tu te fais voir par l'historien, même si c'est ça s'est fait avec un Jean Charest, par exemple, au Québec. Te rappelles-tu la loi Anastasia? Oui. C'était pas quelque chose qu'on avait dans notre culture francophone de faire, de donner des noms à des lois comme ça. La première fois que ça avait été fait, je pense que c'était par eux autres. C'est probablement pas la première fois, ça a peut-être été déjà testé dans le passé. Mais moi, ça m'avait écœuré un peu parce que je m'étais dit, Colin, pourquoi on veut instrumentaliser? Mais dans le fond, ce qui était caché derrière ça, c'est qu'ils voulaient mettre sa table un point de référence où est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, ça va être
cette loi-là qui s'applique. Ça va être une grosse loi, ça va être important. C'est ce que Christian Dubé essaie de faire sans arrêt avec le système de santé. Bon, on essaie de montrer. Parce que peut-être pas tout le monde qui sait de quoi tu parles. C'est la loi sur les tueries. Oui, c'est ça. La loi visant à favoriser la protection des personnes à l'égard d'une activité impliquant une arme à feu. La loi Anastasia interdit d'être en possession d'une arme à feu dans certains lieux désignés. C'était suite à la tuerie au collège Dawson. J'allais dire Magalapolis. Regarde, les gouvernements passent quoi? 25-30 lois différentes par année au Québec, mais cette loi-là, je m'en rappelle, parce qu'ils ont donné un nom, ils ont donné une date précise, il y avait un contexte autour. Puis, je suis d'accord avec ce que tu dis, les politiciens, effectivement, parlent à ces historiens-là, mais là, on a un problème. Les historiens, c'est sacrément, ils ne savent pas compter. C'est pas même pas que c'est une question de ne pas savoir compter, c'est qu'aussi, c'est que c'est un biais. C'est quoi le PIB? Ben, mettons de côté les limites de l'entraînement en histoire, parce qu'il y a des historiens qui sont très bons quantitativement. Il y en a que je dois gérer avec, sont excellents. Le biais, puis ça s'applique même à des gens comme moi, ça dit en passant ce biais-là, c'est que le politicien veut être vu. Donc, il va choisir l'action qui est visible par-dessus l'action qui n'est pas visible. Peu importe le résultat. Peu importe le résultat. Des fois, c'est possible que l'action soit justifiable en soi, mais il va le faire parce que là, ça s'aligne ses incitations à lui pour sa réputation historique, s'aligne avec le bien-être collectif, peu importe comment on le définit. Mais il y a des fois aussi que son bien-être historique est en clash avec celui de la collectivité. Un exemple, Frank, tantôt, il mentionne dans la liste des mesures, le FDIC, le Federal Deposit Insurance Corporation, c'était présenté comme une manière de réduire les crises financières. Le problème, c'est que c'est absolument pas le cas. Le FDIC, ce que tu fais, c'est que tu es en train de dire aux banques, il y a des sommes que moi, l'État, je garantis. Tu vas devoir me payer un petit peu, il va y avoir un schéma d'arrangement pour ça, mais ces sommes-là sont garanties aux gens. Donc, si des gens font des dépôts jusqu'à 60 000 tu n'es pas liable for it, c'est quelqu'un d'autre qui va le payer. On a ça au Canada présentement, la SADC qui va garantir des dépôts jusqu'à 100 000 Puis écoute, même moi dans ma job, je m'en sers, dans le sens qu'on a une tralée de banques virtuelles au Canada avec des noms que vous ne connaissez pas vraiment. Mais acheter un CPG ou un compte de placement garanti de ces banques-là, c'est pas stressant parce que les chances qu'elles fassent faillite, on s'en sac un peu. Tant que tu gardes ton dépôt en bas de 100 000, c'est la SADC qui va payer si jamais la banque fait faillite. Exactement. Fait que tu encourages des comportements plus à risque de la part des banques. Un des comportements qu'on fait, si quelqu'un veut acheter, par exemple, 500 000 de CPG, ben on va mettre les CPG dans 6 banques différentes. Tu encourages plus de prise de risque. Exactement. Fait que quand c'est présenté comme ça, le politicien a l'air d'être brillant, mais c'est probablement un des cas dans lequel l'incitation pourrait être bien rappelée comme étant la personne qui a répondu à la crise et le coût de long terme. Mais juste te dire, c'est quoi de connecter les deux. Là. Et juste finir l'exemple, c'est quoi qu'ils font, ces banques virtuelles-là, avec cet argent-là? Ils font des prêts hypothécaires plus risqués. Ils font des prêts hypothécaires souvent de deuxième chance au crédit ou des choses comme ça. C'est correct. Là. Mais c'est de la prise de risque qui est subventionnée à un certain degré. Dans la mesure que ce n'est pas de l'assurance produite par le marché, parce que le marché produit des formes d'assurance sur les dépôts. Donc, les banques peuvent payer. C'est Fannie Mae puis Freddie Mac aux États-Unis. Exactement. Mais dans ce cas-là, quand tu la subventionnes, quand tu subventionnes quelque chose, tu en as plus. Point barre. Fait que si tu subventionnes la prise de risque, tu vas avoir plus de prise de risque. Je veux dire, c'est assez straightforward. Mais écoute, le New Deal, c'est vraiment un résultat assez poche en tant que tel. Ben justement, vu qu'on fait un épisode peut-être un petit peu plus court aujourd'hui pour des questions de contraintes de temps, je ne sais pas si vous voulez qu'on vienne aux deux graphiques qu'il y a dans l'article. Je vais les faire apparaître c'est exactement aussi, à l'écran. Ben oui. Là, ça fait 140 épisodes, Vincent. Ouais, je commence à savoir comment tu fonctionnes. Non, donc, on a peut-être juste expliquer ce premier graphique-là pour le bénéfice surtout qu'il y a du monde à l'audio. Oui. Ben, en fait, ce que moi et mon co-auteur Chandler, on a fait, on avait décidé on a fait des corrections pour deux gros problèmes. C'est que pendant la guerre, la consommation des tanks, que les consommateurs vont être généralement des Allemands ou des Japonais, c'est pas vraiment de la consommation pour les Américains. Fait que c'est pas le standard de vie des Américains qui compte. Fait qu'on a corrigé pour
ben, c'est quoi le vrai niveau de vie des consommateurs américains pendant la guerre et, pour le contrôle des prix pendant la guerre, parce qu'il y avait il y a des prix qui sont rapportés, mais ce n'est pas le vrai prix qui était payé. Fait qu'on fait une série de corrections et on améliore les chiffres de PIB. Puis on regarde la tendance de très long terme sur l'économie. Puis le graphique qui est montré ici, c'est la période 1867 à aujourd'hui. Et la ligne, il y a une ligne droite fondamentalement, c'est la croissance observée entre 1867 et 1913. Cette croissance-là, c'était la tendance dans l'époque, mettons, moins interventionniste de l'économie. Il y a moins d'écart entre la tendance générale puis la réalité. Exactement. La Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, puis la Deuxième Guerre mondiale ensemble, puis les politiques qui viennent avec, créent une grosse déviation de la tendance qui dure jusqu'aux années 60 à peu près. Jusqu'aux années 60. Et l'écart se creuse. C'est pas que l'économie ne croît pas, c'est qu'elle est en dessous de son potentiel de long terme qui avait été montré. C'est seulement à partir de 1950 qu'on commence à se rapprocher graduellement de la tendance de très long terme. Fait que tu as une grosse période de grande... Puis encore là, se rapprocher de la tendance de très long terme, fair enough, mais je veux dire, il y a eu une révolution industrielle au travers de ça, puis on commence même à avoir des ordinateurs à ce moment-là, début des années 60. Puis ça va avoir pris une révolution industrielle plus des ordinateurs pour se ramener où ce qu'on aurait dû être avec le trend qu'on avait avant les années 1900. C'est capoté, là. Exactement. C'est pour ça que moi puis Chandler, on dit que ces périodes-là, puis on est en train de déployer d'autres affaires. L'article ici, c'est que de la mesure. Mais on a d'autres choses qu'on est en train de préparer. On ne mesure pas notre potentiel. Hein? Exactement. Nous, ce qu'on dit, c'est que les 30 ans jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une longue déviation, que c'est pas... Les gens regardent genre la Grande Dépression, puis ils vont dire, regarde, après la dépression, mais la croissance était rapide quand Roosevelt est arrivé. Ça, c'est la spéculation qui a créé ça. C'est le capitalisme spéculatif qui a créé la Grande Dépression. N'oublie pas ton narratif du petit gauchiste parfait. Là. Mais si tu regardes la déviation, l'idée, c'est que tu prends la distance entre la ligne noire et la ligne pointillée. Plus l'écart grandit, plus tu es loin de la tendance. Puis, si tu remarques, les États-Unis s'éloignent graduellement de la tendance jusqu'à la Grande Dépression. Il n'y a pas de rattrapage à la tendance. Fait que c'est pas juste la Grande Dépression qui knock off, c'est que tu t'éloignais déjà et ça s'est empiré avec la dépression. Puis les politiques de la Grande Dépression n'ont pas ramené même au taux de croissance de long terme. Donc, le coût que les Américains ont payé de cette espèce d'étatisation de l'économie, c'est un coût qui ne s'observe pas dans les taux de croissance, mais dans le potentiel perdu. Et le potentiel perdu, c'est l'espace entre ces courbes-là. Puis ce potentiel perdu-là, c'est un coût qu'on va pour avoir toujours perdu, mais c'est un potentiel qu'on aurait pu avoir, c'est qu'on aurait pu être beaucoup plus riche, beaucoup plus tôt. Le potentiel perdu, c'est ce qui fait en sorte que des gens comme nous, on passe tout le temps pour des gros grincheux qui chialent tout le temps. Oui. Parce que on voit le potentiel de notre peuple, on voit le potentiel de notre nation, on voit comment de la liberté pourrait aider le déploiement de ce potentiel-là, puis l'économie de la manière qu'elle pourrait vraiment carburer à fond de train si on déployait ce potentiel-là. On passe pour des hosties chialeux parce que on dit, voyons, vous chialez tout le temps, vous n'arrêtez pas de dire que vous allez frapper un mur, vous n'arrêtez pas de dire que ça va mal aller, puis regarde, ça va bien depuis 20 ans. Ouais, ça va bien. Ça pourrait aller mieux. De quoi tu parles? Ça pourrait aller mieux. Ça va bien. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que l'être humain est tellement brillant qu'il peut s'ajuster c'est aux pires politiques publiques. Le coût, c'est pas qu'il va qu'il va mourir à cause de ça, c'est qu'il va être beaucoup plus pauvre que ce qu'il est capable d'être. Mais tu sais, quand on était kid, là, puis tu avais ton bulletin, là, puis que tu allais chercher avec tes parents, là, aller chercher ton bulletin, ou tu regardais ça sur le coin de la table. Quand c'était écrit « capable d'un meilleur résultat », tes parents, ils n'étaient pas contents. Là. Ils étaient comme ça veut dire que tu te traînes les pieds un peu. Ben, un enfant, c'est normal que ça réagisse en disant « ouais, mais là, c'est le prof qui compte, tout ça. » Mais quand tu es un adulte, tu es supposé faire « ouais, c'est vrai qu'on est capable de mieux que ça. » Yep. On joue en dessous de notre potentiel. Moi, j'avais une question par rapport à ton graphique. La correction dont tu parlais, qu'on voit en pointillé, dans ce que je montre ici, est-ce que
bon, ça correspond aux années de la guerre, évidemment. Est-ce que c'était pour nuancer ou invalider une affaire qu'on entend assez souvent quand on parle du New Deal? C'est qu'en général, tu as des gens qui disent que le New Deal, c'est extraordinaire. Et tu as d'autres gens qui répondent non, non, ça n'a pas grand-chose. Finalement, ce qui a sorti les États-Unis de la Grande Dépression, c'est la guerre. Oui, à cause des grosses dépenses. Oui, c'est ça. Ça, c'est un argument qui est fréquemment passé. Puis on a fait un épisode là-dessus, mais je pense qu'on en avait parlé vraiment brièvement à ce point-là, sur la guerre et l'économie. Est-ce que la guerre stimule l'économie? Ben, on peut le répéter ici, mais là, c'est visuellement un petit peu plus clair. C'est que pendant la guerre, il y a des gens qui disent regarde, on a produit plein d'affaires puis le PIB a augmenté. Oui, mais c'est pas vraiment une bonne mesure parce que les balles qu'on a créées, les munitions, le consommateur ultime, c'était pas un Américain. C'était un Allemand, c'était un Japonais. C'est pas le standard de vie des Américains qui a augmenté. Si tu essaies de mesurer le potentiel de destruction de l'économie américaine contre d'autres économies, fine, utilise les chiffres. Mais c'est comme si on disait. Mais si tu veux me donner un chiffre, dire à quel point l'Américain, son standard de vie a augmenté pendant la guerre. Chris, le nombre de balles qu'un Allemand va manger d'en face, ça compte pas. Écoute, c'est comme si on disait que pendant COVID, on a imprimé de l'argent puis on a tellement mis d'efforts de guerre pour battre ce virus-là qu'on a converti des usines de GM pour construire des ventilateurs puis que ça a été bon pour l'économie. Ouais, non, c'est pas bon. Non, GM, c'est bon pour l'économie quand ils font des chars, pas des ventilateurs. Non, ben, c'est ça. C'est ça. Ben, le problème, c'est que puis aussi, il y a un paquet d'autres problèmes comme le contrôle des prix. Le gouvernement dit que le prix du blé est à 5$, puis il dit qu'il est à 5$ pour toute la durée de la guerre. Ben, quand ils font l'indice des prix pour faire la déflation, puis ils mettent 5$, c'est pas ça que les gens payaient. Les gens devaient attendre en ligne, les gens allaient sur le marché noir. C'est pas le vrai prix non plus, fait qu'on fait ces corrections-là pour tous ces problèmes-là. Mais tu ajoutes tout ça ensemble, puis le standard de vie des Américains, il n'a pas augmenté pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, tu n'as même pas besoin de regarder au PIB, tu regardes le nombre de calories que les gens mangeaient à la maison, donc ceux qui étaient sur le home front, pas les gens qui étaient dans les corps militaires, parce qu'eux avaient les mêmes nombres de calories, ils étaient nourris, mais ceux qui étaient dans l'économie domestique, leur nombre de calories consommées avait baissé. Tu avais des problèmes de malnutrition des enfants qui ont émergé. Et me dire que c'était une époque de prospérité incroyable, alors que les gens ne pouvaient pas trouver des pneus, ils devaient attendre en ligne pour de la bouffe. Il fallait que tu te mettes à ouvrir des jardins dans ta cour pour pouvoir te nourrir. Ce n'est pas un signe d'abondance que je ne suis pas capable d'avoir assez de bouffe, qu'il faut que je me mette à jardiner en plus de toutes les autres choses que je fais. Donc, exemple moderne de tout ça, Sylvain Charlebois qui nous dit, malgré 2 années d'inflation alimentaire dans les épiceries de plus de 10%, le prix moyen du panier d'épicerie canadien a baissé d'au moins 50$. Non, c'est pas un signe c'est pas un signe d'abondance. Non, c'est pas un signe d'abondance. C'est pas un signe d'abondance. Écoute, dernier graphique avant de conclure. Ça, c'est mon graphique baveux. OK, donc peux-tu l'expliquer en quelques... Ben, c'est parce que ça fait comme, depuis que je travaille sur les trucs sur Piketty, une des choses que je dis, c'est que la grande baisse des inégalités aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, c'est pas pendant la guerre avec l'augmentation des taxes sur les riches puis tout ça. C'est la Grande Dépression qui crée la plus grande baisse des inégalités. Pourquoi? Ben, quand la récession commence, c'est les gains en capitaux qui disparaissent, c'est la fortune des riches qui disparaît, beaucoup plus que celle des pauvres. Fait que tout le monde s'appauvrit, puis les riches s'appauvrissent beaucoup plus. Mais c'est vraiment dur de dire hey, c'est une grosse victoire, ça, t'as vu? Pendant la Grande Dépression, il y avait moins d'inégalités. Chris, il y avait aussi plus de gens qui étaient pauvres, qui étaient en état de malnutrition. Fait que le graphique qu'on fait ici, c'est qu'on prend les chiffres qu'on a corrigés, puis on dit, OK, on va prendre tous les revenus des gens dans le bas 90% de la population, puis on va voir si ils augmentaient pendant que le revenu des plus pauvres augmentait pendant que les inégalités baissaient. Puis ce qu'on trouve, c'est que la grosse baisse des inégalités s'est produite quand le revenu des plus pauvres baissait. Incroyable. Puis c'est pas champ maudit de dire ça. Fait que c'est comme un peu dans l'argument, c'est qu'on montre que la grosse baisse des inégalités que plusieurs personnes vont citer comme étant un bon résultat du New Deal, que le New Deal a
fait de la redistribution favorable aux plus pauvres, a nuit aux plus riches, mettons. Nous, ce qu'on dit, relativement peut-être plus aux riches, si c'est ça les interventions qu'il y a eu, mais toutes les autres politiques dans l'ensemble ont rendu la collectivité plus pauvre. Fait que ça n'a pas amélioré le sort des plus pauvres. Ça a juste amélioré leur sort relativement à l'autre qui s'empirait aussi. C'est dur de dire « Wow, quelle belle victoire! » Fait que c'est un peu une manière d'inverser la discussion. Puis, je suis en train de faire la même chose ici que j'ai faite avec la grande noirceur puis le grand rattrapage. C'est que je veux changer la conversation pour dire que le gros de l'État qui est né après 1914 aux États-Unis, c'est pas une belle époque, c'est pas une époque de prospérité. C'est une grande déviation. Puis la période avant était beaucoup plus incroyable. Nous nous avait mis sur une bien meilleure tendance. Et on aurait été mieux de garder les choses qu'on faisait avant. Absolument. Écoute, on va terminer sur ces philosophiques propos. On passe à une courte partie Patreon. Aujourd'hui, on est plus squeezé dans le temps, mais joignez-vous quand même à nous pour avoir accès à tout notre contenu exclusif. Chaque épisode du trio, normalement, il y a quand même une bonne heure de plus en temps régulier. Donc, c'est là qu'on est le moins généreux. C'est là que Vincent tape sur l'Iris, sur Olivier Niquet, sur tous les gens qui... mais je tape jamais sur Olivier Niquet, jamais. Non, c'est ça. Cet homme-là est trop brillant. Le Michelina intellectuel du Québec, sans lui, comment je ferais pour savoir les opinions de d'autres personnes qui l'ont déjà écrit en anglais et mieux? Exact. Donc, joignez-vous à nous.